En tout cas, le mot amitié prend son sens et j'ai la chance d'avoir des amis aussi autour de la table. Donc on va commencer par Jean-Louis, peut-être, de mon côté gauche. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir faire de la politique autrement. Alors, autrement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas forcément au niveau politique. Il y a la bienséance que vous voyez souvent dans certaines émissions, qui sont un peu barbants parfois, faut savoir le dire, hein, où les personnes viennent pour pouvoir faire un zoom sur l'actualité, mais avec des beaux mots, avec des belles phrases, avec des choses qui veulent pas dire grand-chose parce qu'on ne donne pas complètement son avis. Et là, l'idée pour nous, dans notre équipe, c'est d'être le plus ouvert possible, d'avoir un vrai temps de parole, de sincérité, donc entre vous, d'être le plus proche de vous. Et donc l'idée, c'est si on en parlait. Donc voilà, on a lancé le concept. Vous avez des questions à nous poser, vous nous les posez sur Facebook. Donc on l'a vu sur Gildas Vieira Sénatorial 2017. Et puis nous, on le relaie ici sur l'antenne et on essaie de répondre un maximum, le plus simplement possible. Donc l'idée, c'est pas que je monopolise la parole non plus, c'est que avec l'équipe, on essaye de vous donner non pas seulement des pistes de solutions par rapport à des questions d'actualité, mais aussi simplement de pouvoir discuter avec vous de sujets qui sont simples parfois, donc comme sur l'agriculture, donc on va en parler tout à l'heure, ou simplement sur des sujets complètement d'actualité, comme les enveloppes parlementaires. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc voilà, je vais vous présenter Jean-Louis, ou je vais laisser Monsieur Jean-Louis se présenter à vous. Jean-Louis, comment tu vas ? Eh ben, ça va très bien. D'accord. Bon, Jean-Louis, je le connais depuis quelques années aussi, donc tu peux nous dire un petit peu plus sur toi ? Eh bien, oui, on se connaît maintenant depuis 15 ans. Déjà. Eh oui, déjà 15 ans, à travers le foot notamment. Entre autres. Et puis du coup, on a développé une belle amitié depuis. Ouais. Et, voilà, chacun fait son parcours, mais on est resté assez proches. Et puis tu voulais parler d'agriculture, donc si je peux te rendre service. Surtout, oui. En fait, Jean-Louis est venu me voir en me disant, c'était le 14 juillet, donc on prenait notre pot, on va pas faire de pub devant le Maryland, et il me dit, mais au fait, dans ton programme, tu parles d'agriculture, tu sais que je suis dans le milieu agricole depuis plusieurs années quand même, j'ai une ferme, etc. T'as pas pensé à moi par hasard ? J'ai dit, écoute, oui. Et donc, depuis, tu as eu donc l'occasion de m'accompagner, sinon de m'ouvrir quelques portes. Donc, je te laisse peut-être nous en parler. Oui, donc l'idée, c'était de mettre en avant l'agriculture, donner une belle image. On a un département qui est quand même essentiellement rural, avec différents paysages et différentes productions. Mmh. On a une énorme richesse au niveau de notre territoire, que ce soit au niveau du vignoble, que ce soit au niveau des céréales, des cultures spécialisées type betterave, pommes de terre. Au niveau du maraîchage, c'est un peu plus méconnu, mais on a la chance d'avoir les bords de Loire et la Sologne, avec une production de légumes et de fruits assez important. Je pense que tout le monde n'est pas conscient de la richesse à notre porte. Complètement. Donc je te remercie en tout cas de me faire découvrir tout ça. Dans cette campagne électorale qui se passe plutôt en contact des différents élus au niveau des territoires ruraux, c'était important pour moi non seulement de découvrir, parce que je pense que chacun connaît un petit peu le monde rural, mais découvrir les tenants et aboutissants, les difficultés et les bien fondés. Il y a aussi de belles choses, en tout cas, qui réussissent bien au niveau de l'agriculture. C'était important de pouvoir s'y intéresser et je te remercie de mettre le pied à l'étrier. L'idée pour moi au niveau de cette campagne électorale, c'est pas de dire que je connais tout, c'est de dire que je suis entouré de personnes qui connaissent, on est à l'écoute et dans les discussions, on arrive à faire émerger des idées pour ce programme-là. Donc je te remercie d'être avec nous. Et à côté de toi, donc il y a Franck. Franck, comment tu vas ? Ça va très bien. Et toi, Gildas ? Écoute, ravi. Tu vois, j'ai quand même la chance de pouvoir piloter une émission grâce à Dave, donc je le remercie encore. Donc voilà, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, ou nous parler de toi, parce qu'on se connaît maintenant depuis un petit moment et on a tissé de vrais liens d'amitié et on sait que tu es super actif sur Facebook entre autres et tu as toujours un avis intéressant, en tout cas à mon sens, sur les différents sujets d'actualité. Je pense que c'est ce qui nous a rapprochés, parce qu'on s'est connus au tout début via les réseaux sociaux, via Facebook. Je pense que nos avis sur le genre humain, sur la société,
nous ont permis de nous rapprocher. Donc on s'est au départ contacté via Facebook et puis on s'est rencontrés en visu. Complètement. Après, ce qui a permis de valider un petit peu ce qu'on savait un peu nous deux et d'entamer une amitié. On a des valeurs humaines, alors même si l'humanisme aujourd'hui est un peu souvent galvaudé. Malheureusement. Mais le sens de l'humain, de la famille. On a des enfants tous les deux, on est des papas poules. Voilà. Et voilà, l'éducation, c'est important, la santé. Moi, c'est des particularités qui sont importantes pour moi. J'ai une fille qui va rentrer en 2e année d'IFSI, en école d'infirmière, et voilà, ce qui se passe sur le Loir-et-Cher avec la désertification médicale, ce qui se fait aussi partout sur le territoire, mais plus ancré chez nous, ça m'interpelle. Voilà, ça l'interpelle elle aussi pour son futur. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment l'éducation et la santé, c'est vraiment important. Donc vous avez compris, on parlera éducation et santé donc avec Franck sur cette émission. Et puis une 3e personne, donc Kevin, qui est avec nous. Alors Kevin va être un peu le perturbateur. Il va relayer vos questions et des questions qui lui sont propres également, qu'il va avoir à nous poser ou à me poser directement. Donc c'est toujours intéressant. On a la chance d'avoir un profil plutôt youtubeur, quoique encore un peu plus au niveau internet. Et il va peut-être vous dire un petit peu la manière dont il travaille et puis ce qu'on a peut-être déjà fait ensemble. Moi, le boulot il est assez simple. Pour le moment, je suis dans une association qui s'appelle Pegasi Productions. Donc, tout à fait. C'est une association qui est pour vulgariser le système informatique et l'univers du YouTube en général. Perturbateur, poser des questions à tout le monde, je dirais pas ça. Plutôt à toi. Pas de souci. J'ai relevé des questions qu'on nous a posées sur Internet parce qu'on a lancé un peu une discussion sur un Discord privé. Donc, c'est un système de boîte de messagerie pour gamers. Donc voilà, et on a relevé 2-3 questions intéressantes, notamment pour le Sénat. Donc voilà. D'accord. Tu peux peut-être nous dire ce qu'on a déjà fait ensemble jusque-là ? On a fait un live à la radio, c'était la semaine dernière, jeudi dernier il me semble, avec Dave. Oui, c'est vrai. C'est vrai, un bon live, en fait un bon concept, hein. Peut-être une nouveauté, associer, bon c'est pas nouveau, mais associer le regard des caméras passant par YouTube à celui de la magie de la radio. Et au niveau montage, tout ça, bon, moi techniquement je suis pas très doué, j'ai quelqu'un qui est avec moi qu'on va présenter dans quelques instants aussi, mais voilà, c'est une nouvelle façon de voir les choses aussi. Voilà, on peut s'exprimer par tous les moyens, et tous les moyens sont bons. Et puis comme dans notre association, nous sommes des sadiques, nous avons ramené une caméra pour vous juger. Bon, super. En tout cas, on prend. L'idée, c'est d'essayer de relayer au maximum et puis d'avoir un temps simple, mais un temps d'échange avec vous. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle et si on en parlait, c'est vraiment pour être en contact avec la population parce qu'on est sur une campagne sénatoriale qui concerne directement en termes de vote des élus ou grands électeurs, ce qu'on appelle des grands électeurs, qui sont pour la majorité des élus, mais on souhaite s'adresser à tout le monde, on souhaite s'adresser au grand public. Donc je vous ai présenté Kevin pour les différentes questions qu'il aura à me poser, mais on a aussi dans l'équipe aujourd'hui Monsieur Ted. Oui. Donc Monsieur Ted ne va pas être perturbateur, mais va avoir des questions intéressantes certainement à relayer. Donc ce regard un peu neuf de l'équipe de Dev. Oui, extérieur à tout ça, oui. Voilà. Je m'y intéresse quand même, c'est ma ville, donc natale en plus. Bah, parle-nous de toi un petit peu peut-être du coup. Ben écoute, moi je suis parti de l'équipe de Dev, même je dirais de la conception de la radio en elle-même, parce que ça fait 3 ans qu'on cofondateur et technicien. Ah, génial. Il a la partie technique et c'est vrai que Ted, voilà, c'est mon bras droit, c'est mon associé, c'est Ted. On est ensemble, on se connaît depuis une 30aine d'années. Ouais. Et on a bourlingué un peu partout dans la musique et tout. Et du coup, on a eu cette idée en commun de faire une radio web, puisque c'est l'effervescence actuelle. Et c'est plus facile, parce que tout le reste, c'est compliqué. Mais oui, moi, je m'occupe de tout ce qui est partie web, partie technique, serveur web, programmation musicale. Enfin, je gère un peu tout ce qui est ce côté-là.
D'accord. Et oui, j'ai quelques questions à te poser, Gildas. Oui, quelques questions. Donc C'est peut-être un perturbateur quand même. Ah, quand même. C'est la cible, Gildas. Ouais, c'est la cible. Bon. En tout cas, je prends le défi d'être la cible et d'être le plus simple possible dans mes réponses. Quand je peux pas, je dis non en général, et quand je peux, je réponds. Donc vous avez compris, c'est une autre manière de faire de la politique. Avant, dans certaines émissions, en tout cas, on invite le politique et c'est lui qui répond aux différentes questions en bienséance. L'idée, c'est d'être un peu plus libre sur cette émission et de se dire que on a aussi la possibilité de faire de la radio différemment sur une émission politique qui se veut tout public et de pouvoir se poser des questions. Donc c'est pas parce que j'anime que je ne me prête pas au jeu direct des questions. Donc ça va être le but aussi. Donc en gros, je suis un animateur qui subit en fait. Ouais, c'est ça. C'est l'invité. T'es l'invité qui se fait un peu malmener, mais entre guillemets. Hein. C'est le pilote d'avion qui doit servir le café au steward et aux passagers. Ouais, c'est bon enfant quand même. C'est bon enfant. Bon, en tout cas, on passe aux choses sérieuses. Donc deux thématiques aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, la première thématique, agriculture. Donc, on a un spécialiste du milieu agricole. Donc, ça va être Jean-Louis. À moi d'être à disposition pour répondre aux questions éventuelles. Et puis, à chacun de vous d'intervenir quand vous le souhaitez aujourd'hui. Après, vous pouvez toujours aussi interagir sur Facebook, donc sur GV Sénatorial, pour ceux qui nous écoutent. Sénatorial, c'est le mail. Sur le Gildas Vieira, le groupe Gildas Vieira 2017, ça vous permet de poser des questions en direct et nous de pouvoir y répondre au fur et à mesure. Donc voilà, le jeu reste ouvert et on va commencer donc sur le volet agricole. Donc, Monsieur Jean-Louis, je peux t'appeler JL pour la radio, ça te dérange pas, si tu veux, comme on le fait en mode normal dans la vie de tous les jours. Ben écoute, JL, ce qui serait intéressant aujourd'hui, puisque tu es un peu notre spécialiste du monde agricole et que c'est avec toi qu'on réfléchit ces questions-là, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau aujourd'hui, tel que tu as pu nous le faire en réunion d'équipe sur le monde agricole du Loir-et-Cher, sinon du Blésois et de Montoire où tu connais un petit peu plus. Alors le monde agricole aujourd'hui c'est très très large puisqu'on va des éleveurs de lait, de viande, aux céréaliers, aux vignerons, aux maraîchers. Donc petit tour d'horizon. L'agriculture a toujours été un pilier de l'économie française. Complètement. De par sa production, de par ses exportations. On avait des marchés très importants au niveau du blé dur sur le Maghreb, avec un développement économique de tout ce qu'on appelle le para-agricole. Il y a les producteurs et il y a tous ceux autour, marchands de matériel, marchands de pneus, marchands d'huile, le banquier, l'assureur. Donc l'agriculture, c'est un milieu qui fait vivre énormément de monde autour. Ouais. Et j'ai pu me rendre compte de l'importance du secteur agricole, puisque je rencontre beaucoup de maires aujourd'hui dans le Loir-et-Cher, et il y en a pas mal qui sont issus du secteur agricole ou qui travaillent encore dans des fermes aujourd'hui, donc ils font le double métier. Donc là, c'est la spécificité un petit peu de notre département, d'être dans un département rural. Donc on a beaucoup d'agriculteurs qui sont élus ou directement maires des petites communes. Complètement. Donc aujourd'hui, il faut savoir quand même que durant 5 ans, ça a été très compliqué sous l'ancien président. Qu'est-ce qui a été compliqué sous l'ancien président? Dis-nous un petit peu. Tu as le droit de balancer un peu. Hein. Alors, Jean-Louis, balance. Plusieurs choses. La première chose, la dernière bonne année au niveau des céréales, c'était en 2012. Ouais. C'était l'année d'arrivée à l'Élysée du président Hollande. Faut savoir qu'historiquement, un agriculteur, quand il fait une bonne année, il met un petit peu des noisettes de côté pour prévoir l'année d'après ou 2-3 ans qui peuvent être compliqués. Cette année-là est passée un petit peu sous le manteau une réforme au 30 novembre pour changer toute la fiscalité agricole. Ce qui a fait que les agriculteurs n'ont pas pu mettre de côté comme d'habitude et ont été taxés à un très haut niveau. Donc sur l'année c'est une chose, mais comme derrière on a enchaîné 2 ou 3 ans de mauvaises récoltes, on arrive aujourd'hui dans une situation difficile puisque les trésoreries sont quand même très faibles
et du coup, ça a aussi engendré une baisse du moral, tout simplement, de nos agriculteurs. Alors, je te suis sur cette élection parce que tu viens avec ton regard et tu t'intéresses au monde rural, au monde agricole. Et il faut comprendre que le monde agricole peut être est un atout aujourd'hui pour la France, un atout oublié, mais c'est à nous de le faire revivre et de le faire redevenir un atout essentiel pour l'économie. On a en France des producteurs qui travaillent avec des cahiers des charges assez spécifiques, avec des normes assez draconiennes, et du coup on a un produit de qualité au bout. Oui. Il faut mettre en avant ce produit de qualité au bout. Complètement. On a été voir un maire qui nous disait l'importance aujourd'hui de la partie administrative en fait pour le monde agricole. Voilà, donc il y a la partie administrative qui aujourd'hui prend une part très importante. Et la réglementation. On a des réglementations qui des fois se contredisent, qui des fois la nouvelle loi, mais l'ancienne n'est pas annulée. Eh oui. Donc on est un petit peu sur le problème français dans tous les domaines, sur la bureaucratie, sur les normes. On a un problème de gestion. Où historiquement l'agriculteur faisait sa gestion, se faisait aider d'un centre de gestion agréé, type Serre-France notamment pour le Loir-et-Cher, où beaucoup d'agriculteurs sont suivis par cet organisme. Tout ça, c'est aujourd'hui plus compliqué. Donc plus compliqué, il délègue. Mais il délègue, il faut payer. Donc ça, c'est des charges en plus sur une structure. Aujourd'hui, sur notre territoire, on a les céréales, on a aussi les vignerons. Les vignerons, c'est quand même un point fort en France, puisque le monde entier nous envie notre vignoble, nous envie notre qualité de vin. C'est vrai. C'est notre territoire, c'est à nous de le défendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de domaines qui se vendent, malheureusement, se vendent à des étrangers. Parce que les prix s'envolent, parce qu'aussi un Belge ou un groupe chinois vient et met énormément d'argent sur la table. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que le domaine se vend au plus offrant. C'est vrai. On a beaucoup de grands vignobles dans le Bordelais notamment qui sont vendus malheureusement à l'étranger. Dans pas mal de domaines, ça. Hein. Dans beaucoup de domaines d'ailleurs, ça rejoint. Aujourd'hui, les vignerons passent une deuxième année difficile, puisqu'il y a eu beaucoup de gel. Donc la production au bout sera de qualité, mais en quantité, il en manquera pas mal. D'accord. On a été visiter une autre ferme qui a su diversifier son activité. Alors pour la petite histoire, juste une parenthèse, au sein de notre équipe, on a une personne qui s'intéresse et qui est dans le milieu du vin depuis plusieurs années. Et lors de l'ouverture de notre local de campagne, donc on fera une petite manifestation d'ouverture, ça sera le 2 septembre à 18h30 au 26 rue du Bourgneuf. Et donc vous êtes invités, il y aura une exposition sur le vin et puis on essaiera de faire en sorte d'apporter du vin un peu de tous les pays entre guillemets où on circule. Quand je dis pays, j'entends dans notre département évidemment. Ça nous permettra à chacun, avec modération évidemment, de pouvoir goûter aux différentes spécialités de notre département. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est très dangereux pour la santé, évidemment avec modération. Quand vous entendez tout ça, Franck, qu'est-ce que tu en penses un petit peu? Est-ce que tu peux nous donner ton avis? Je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs, je pense aux petits. Oui. Est-ce que des solutions de regroupement serait pas possible? Tout ce qui concerne les coûts pour eux, il y en a aujourd'hui qui louent à plusieurs des tracteurs, des engins agricoles, etc. Est-ce que pour d'autres choses aussi, il peut y avoir une sorte de regroupement, plus de coopératives, mais entre eux, qui est plus d'intermédiaires, quoi, comme pour la vente après, comme on commence à le voir un petit peu, de produits un petit peu diversifiés qui se mettent tous ensemble. Est-ce que ça serait pas un progrès pour eux? Écoute, alors pour la réponse, Jean-Louis, au niveau du matériel, il existe ce qu'on appelle des CUMA. Où voilà, c'est un groupe de différents agriculteurs qui investissent sur un matériel commun pour diviser le prix du matériel. Donc ça existe déjà, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors est-ce que ça correspond à... Tu m'as fait visiter une ferme à Mouilly-sur-Loire, donc j'habite moi à Mouilly-sur-Loire et à 500 mètres de chez moi,
Je savais pas qu'il y avait une exploitation intéressante, donc là je suis très mauvais. Donc c'est bien, j'ai eu l'occasion d'aller me faire pardonner et ça s'est très bien passé. Ça montre aussi qu'il y a des agriculteurs qui se portent bien. C'est vrai qu'on parle souvent des difficultés du monde agricole, mais il y en a qui se portent très bien. Et sur les exemples de diversification de leur production, il y a évidemment ces partenaires de Mille-sur-Loire que tu m'as fait découvrir. Donc voilà. Peut-être nous en dire un mot. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part être ingénieux dans l'achat du matériel qui aujourd'hui évolue, qui coûte cher. Ouais. Donc c'est s'associer entre 2 voisins, entre 3 voisins, c'est faire partie d'un groupement comme la CUMA. Et après, le côté valorisation du produit, c'est être ingénieux. Qu'est-ce qu'on fait de nos produits? Où on vend directement à des coopératives ou sur des produits, on essaye de les transformer. C'est le cas notamment de la ferme qu'on a visitée, Gaïc-Crodumerle, à Muide. On fait de la pub en plus. Je ne sais pas si on a le droit, mais on peut y aller. C'est des super. On a tous les droits. Ah ouais, c'est nous les patrons, donc il n'y a pas de problème. Okay. C'est des produits de super qualité, notamment à base de lait. Donc cet exploitant a un élevage de lait et du coup, il envoie une partie donc en direct à une coopérative et l'autre partie la transforme sur place. Donc il s'est installé son atelier de transformation qu'on a pu visiter. Et donc cet agriculteur transforme le lait en yaourt, en riz au lait. Et donc il s'est ouvert un petit point de vente. Il s'est aménagé à un point de vente qui est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7. Avec quelqu'un qui nous accueille, qui peut nous faire déguster les produits. Voilà, et c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en avant. Ouais. Mettre en avant nos producteurs qui viennent finalement aux consommateurs. Il y a une histoire de mutualisation aussi, du coup, de leur vente. Voilà, alors ils ont... donc eux ont le Gaïc-Crodumerle à son magasin, ouais, à l'exploitation, ce qui se fait de plus en plus. Et ils se sont regroupés avec d'autres producteurs et ont ouvert un magasin de vente type épicerie fine sur Saint-Gervais. Et du coup, les producteurs se relaient par permanence, une demi-journée chacun dans la semaine, et on va retrouver des pâtes, on va retrouver des noisettes, on va retrouver tout ce qui est à base de lait, on va retrouver beaucoup de légumes. Et donc là, on peut avoir également une discussion au niveau du consommateur avec le producteur en direct. Je pense que c'est important de renouer une confiance avec le consommateur. Au niveau de la production de nos produits, et là il peut y avoir un échange direct, donc ça peut être vraiment constructif. D'accord. Bon, on voit que Jean-Louis sait de quoi il parle, et donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir ton regard sur cette partie agriculture. Il y a un plan de 5 milliards qui va être proposé par Monsieur Macron, donc par le gouvernement. En ce qui me concerne, puisqu'on parle aussi de campagne sénatoriale, moi je veux être très clair avec alors j'allais dire nos téléspectateurs, mais nos auditeurs plutôt, hein, on n'en est pas là. Je ne suis pas contre la majorité présidentielle ou pour la majorité présidentielle. Je veux me placer comme un candidat libre et à l'écoute avec du bon sens. Donc lorsqu'il y a des mesures qui sont mises en place par notre majorité présidentielle, il faut pouvoir être assez cohérent pour pouvoir le suivre. Lorsqu'il y a des choses qui ne nous semblent pas aller dans le cours du point de vue local, c'est à nous aussi de pouvoir dire qu'on peut ne pas être d'accord, et on n'est pas d'accord. On n'est pas juste là pour pouvoir réfléchir dans des castres politiques, et ce que je n'admets pas, c'est de pouvoir avoir un point de vue parce qu'on est de gauche ou de droite. On doit aller sur du bon sens du citoyen, puisqu'on doit être chacun en tout cas au service du citoyen et de l'autre, et faire en sorte que notre pays aille mieux. Donc voilà, il y a des points sur l'agriculture pour lesquels j'espère que se développeront ces questions agricoles. En tout cas, si les 5 milliards, le plan de 5 milliards arrive sur le tapis et que j'ai l'occasion d'être au Sénat, évidemment que je serai un grand soutien pour le monde agricole. Et s'il faut défendre malheureusement la baisse des dotations, donc on en parlera juste après, on ne peut plus continuer aujourd'hui au niveau de nos collectivités à subir cette baisse des dotations.
Et donc, il y a peut-être des choses à faire. Donc ça sera notre seconde partie. Donc, on pourra en discuter, on pourra évoquer des questions d'actualité qu'on a vues dans le journal de ce matin, notamment sur les enveloppes parlementaires notamment. Alors, Kevin, sur les petites questions avant qu'on fasse la pause, est-ce que par rapport à ce qu'on vient de se dire sur les questions agricoles ou peut-être autre chose, est-ce que du coup tu peux rebondir ou sur des questions d'auditeurs qu'on a pu avoir là, puisque je sais que tu regardes attentivement la partie Facebook, est-ce que tu as des questions à nous faire remonter ou est-ce que tu veux me poser directement certaines questions en fait, moi, sur cette première partie? Pour être franc, j'ai 2 questions. Alors, une question qui concerne la partie agricole, qui a juste de me venir à la tête, en fait. Et une question qui est plutôt contre toi, en fait. Non, je déconne. Contre. Vas-y. La question pour le monde agricole, c'est que, bon, alors, je suis pas dans le monde agricole. Je suis vraiment un geek sur un ordinateur, avec des claviers, des jeux, et bon, je suis très loin des tracteurs. Il y a actuellement, au niveau des normes, il y a les normes européennes qui bougent pas mal la filière agricole, a priori. Mais nous, concrètement, en France, ce qu'on peut faire, parce que je pense pas qu'on peut faire bouger les normes européennes, parce qu'ils ont l'air d'être assez frileux là-dessus. Mais concrètement, si les agriculteurs avaient quelque chose à demander, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en France? C'est déjà d'être juste aux normes européennes. Il faut savoir qu'en France, il y a les normes européennes, mais nous, on veut toujours être plus blanc que blanc. Donc, on met des normes supérieures aux normes européennes. Donc, déjà, ce qu'on aimerait, c'est être au même niveau que nos copains allemands, britanniques, italiens, etc. C'est-à-dire avoir les mêmes normes que tout le monde. Nous, on veut, on augmente le niveau des normes. Donc ça, c'est très compliqué à vivre parce que, par exemple, si on part sur les phytosanitaires, on a des produits qui sont autorisés dans d'autres pays d'Europe et pas chez nous. Donc pourquoi le producteur italien, le producteur espagnol, le producteur allemand, il peut utiliser des des produits phytosanitaires et pas les Français? Nous, on va plus loin. Donc, c'est déjà mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et ça, c'est un débat au niveau aussi européen. C'est un débat que notre ministre de l'Agriculture français doit mettre en avant quand il va rencontrer ses homologues ministres des différents pays. Ça nous ramène à la problématique des œufs, peut-être? Voilà, on retombe typiquement sur ce qui se passe au niveau des œufs, où là, comment un pays agricole comme la France peut importer une quantité aussi importante d'œufs? On n'est pas capable chez nous de produire des œufs. C'est pas logique que ça soit la Belgique et la Hollande qui inondent l'Europe de ce produit-là. Aujourd'hui, on a un énorme problème. Produisons nous-mêmes en France. On sait le faire, on sait faire des produits de qualité. On va me dire oui, mais c'est un problème de coût. On s'aperçoit qu'au niveau des coûts, on est capable d'être performant. Donc on va peut-être être un petit peu plus cher, 5-10% plus cher. Mais par contre, on sait qu'on a un produit de qualité, on a un produit avec une traçabilité. Aujourd'hui, le gros problème de l'agriculture, c'est la traçabilité. On le voit avec les œufs. Comment cette organisation-là a arnaqué tous les pays d'Europe et que personne ne s'en rende compte. Il faut vraiment qu'il y ait un souci sur des millions d'œufs en Europe pour qu'on tombe dessus. Alors, il y a les enquêtes en cours, les autorités belges... Mais ça, c'est pas fini. Hein. Non, c'est pas fini. Voilà, donc j'espère que les autorités belges et hollandaises vont faire le nécessaire. À la France, de demander des comptes aussi à ces autorités-là, d'aller le plus loin possible pour condamner ces gens qui ont consciemment utilisé un produit qui était interdit. Peut-être la deuxième question, quand on essaye d'avancer dans le sens de l'émission, qu'on fasse une petite pause et après qu'on revienne sur la question des dotations. Alors, c'est juste une question qui vient de YouTube. C'est un message privé. Dans la vidéo qu'on a tournée, donc tu disais que tu voulais être un candidat qui parlait aux citoyens plutôt qu'aux grands électeurs directement. Tu faisais beaucoup appel aux citoyens. Et il y a un gars qui a posé une question intelligente pour une fois. Oui. C'est là typiquement où je vais me prendre toutes les vagues de haters dans la tronche. C'est une question qui disait pourquoi te sens-tu autant impliqué par les citoyens alors qu'au final c'est vraiment que les grands électeurs qu'il faut convaincre parce que les citoyens ils servent à rien dans l'histoire. Alors, si, ils servent en fait. Merci pour ta question, elle est très importante. En tout cas pour le youtubeur en question. Je m'intéresse. Enfin, si tu dis plutôt que, c'est pas exactement ce que je dis. Hein. Je m'intéresse évidemment qu'il faut que j'arrive à convaincre les grands électeurs et les élus ou les maires qui ont la gentillesse, faut le dire aussi, qui ont la gentillesse de pouvoir m'accepter, m'écouter, prendre une heure de leur temps avec moi, parce que une heure et demie, c'est pas rien. S'ils arrivent à prendre ce temps, c'est parce que
je pense qu'il y a certaines discussions, au bout d'une demi-heure, on n'aurait plus grand-chose à se dire. Or là, on rentre sur un véritable dialogue qui nous permet non seulement d'être à l'écoute, mais aussi de pouvoir améliorer notre programme. Donc ça veut dire que lorsqu'on a ces temps d'échange d'une heure et demie, on ne triche pas. On est là pour pouvoir se dire les choses, pour pouvoir donner le contenu de notre programme et de notre point de vue, et puis leur dire, écoutez, si vous êtes d'accord avec ce qu'on est en train de vous dire, pourquoi ne pas changer les choses demain ? Ça veut dire qu'on peut, dans ce pays, on est en France, être mécontent, mais continuer à poursuivre la même politique. Je veux dire, à un moment donné, il faut une rupture. Il faut que nos maires soient conscients de ça et qu'ils se disent qu'il y a peut-être autre chose à faire au niveau du Sénat. Il y a peut-être d'autres personnes à pouvoir emmener au Sénat. Il y a peut-être d'autres manières de faire de la politique où on dit ce qu'on a envie de faire et on fait ce qu'on a dit. Et nous, on est vraiment sur cette ligne-là, que ce soit avec Franck, Jean-Louis et avec les autres personnes de l'équipe. Et on se sent écouté. Sincèrement, au bout d'une heure et demie, on voit bien que on tombe les masques les uns et les autres et on arrive à avoir un vrai dialogue. Donc ça, c'est par rapport aux élus. Après, par rapport à la population, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. À quoi ça sert de pouvoir convaincre des élus si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir dire ce que vous allez faire et faire ce que vous allez dire avec la population. Puisqu'on poursuit le même but, nous et les élus, c'est de pouvoir être au service de la population, de pouvoir dire les choses, de pouvoir améliorer le quotidien des uns et des autres, mais aussi de pouvoir être, sinon force de proposition, savoir dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être faire attention à l'argent public, qu'il y a des choses qui ont du sens, qu'il y a des décisions qui sont difficiles, mais qu'il faut pouvoir les assumer. Et c'est là-dessus qu'il faut pouvoir dialoguer. Autrement, notre programme ne sert à rien. Si on veut parler d'agriculture et se limiter aux élus pour parler d'agriculture, si on veut parler des dotations qui concernent les associations sans parler à ces associations, je trouve que j'aurais fait une campagne de non-sens. Or, je veux sortir, moi, le 24 septembre, en me disant, quel que soit le résultat, j'ai donné ce que j'avais à donner, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai partagé avec des personnes des valeurs ce qu'en est, et qu'au-delà d'une réussite au niveau du Sénat, au moins dans notre département, il y a des choses qui sont entendues et qui pourront peut-être avancer. Non pas par moi forcément, mais il y a des idées comme ça qui véhiculent des valeurs que je souhaite partager et qui doivent se poursuivre dans l'avenir s'il y a des personnes de qualité, même dans mon équipe, qui souhaitent poursuivre une carrière politique, qu'on puisse s'en emparer et qu'on puisse aller parler vrai et parler aux gens. Et c'est vraiment l'objet de cette émission également, c'est de se dire, on est en capacité aujourd'hui en France de faire de la politique autrement, de ne pas faire de la petite politique politicienne, mais de pouvoir dire les choses aux gens et que les gens vous disent les choses et de pouvoir l'assumer. Lorsque je rencontre les différents élus, je leur dis, dans le monde associatif aujourd'hui, je fais une rencontre par quartier chaque année, de manière à pouvoir leur dire ce qu'on a pu faire pour eux, et inversement qu'ils puissent nous taper sur les doigts pour nous dire oui, mais nous on avait demandé telle et telle chose, vous n'avez pas pu, en tout cas qu'il y ait le dialogue et qu'on puisse rendre compte. Au Sénat c'est la même chose. Je trouve normal qu'à un moment donné, si j'arrive à aller au Sénat, que chaque année je revienne rendre compte aux élus et à la population de ce que j'aurais pu faire, et en tout cas du respect pour eux du programme que j'aurais présenté. T'as pas peur que ce soit un peu compliqué justement de convaincre les jeunes qui ont massivement été votés Macron et puis qui regardent le président qui fait un peu n'importe quoi, qui part complètement en live, qui porte plainte contre un pauvre photographe? Bon, j'irai pas si loin en ce qui concerne Macron pour ce qui me concerne. C'est le Daniel Balavoine. C'est le Daniel Balavoine. Il balance. Non, et c'était le perturbateur, tu l'avais dit. Perturbateur, tu l'avais dit. C'est ça. Ah, je précise que Gildas m'a dit il faut être tranchant. Non, faut être naturel. Faut être naturel. Je suis d'accord avec toi. Voilà, moi j'ai pas la même opinion en ce qui concerne Monsieur Macron. L'idée c'est pas de le défendre, c'est comme je vous ai dit, c'est d'essayer d'être juste. Et c'est comme ça que j'ai envie de voir la politique. C'est que lorsqu'il y a des choses qui tiennent la route pour nous et pour la population, il faut savoir le dire. Et aller au Sénat, c'est un peu ça aussi, c'est de se dire que dans cet hémicycle, il y aura des personnes qui seront là pour pouvoir dire les choses. Non pas dire les choses parce qu'on est
simplement dans l'opposition ou qu'on a envie de défendre un point de vue qui fait partie du point de vue du parti lambda, mais de pouvoir être soi-même et de dire que nous, on est... moi, je fais de la politique depuis 3 ans, hein, pour la petite histoire, mais je travaille et je suis sur le terrain depuis plus de 20 ans. Donc le quotidien d'un Français moyen, je pense que je le vis aussi. Et donc, aller dire ce qui se passe au niveau du Sénat et qu'on soit écouté et qu'il y ait un retour, ça m'intéresse. C'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai envie d'emmener la politique de demain. Donc, ok, Monsieur Macron, peut-être qu'il y a des choses qu'il fait mal, certainement. À nous d'essayer de lui parler à l'oreille peut-être un peu plus pour qu'il fasse mieux. Et en tout cas, sur ce qu'il fait bien, à nous d'appuyer sur le bon bouton pour être en phase avec la population. Remarquez, il n'y a que ceux qui font rien qui risquent pas de se planter aussi. Exactement. En même temps, oui. Simple. Si tu prends pas de risque, forcément. C'est pas simple. Et puis après, on en est à sa centième jour, je crois, de présidentielle. Bon, ouais. Voilà. Après, il y a eu des casseroles derrière. Il y en a encore qui l'attendent et c'est un piège. Hein, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Voilà. Moi, ce que j'attends, c'est les casseroles, en fait. Oui, on a bien remarqué. On avait bien compris que t'es là pour. Il est là à la machette presque. Mais toi, c'est ce qu'il fait une faut connerie. C'est la justesse. C'est ce qui ressort de cette émission. On veut être juste et puis on veut cibler et puis répondre aux questions. D'ailleurs, c'en était une belle. Merci encore, Kevin. Voilà. Donc, on fait une petite pause. Oui. Et puis, on se retrouve après pour parler des dotations aux collectivités, notamment. Avec plaisir. À tout de suite. Et si on en parlait, justement, c'est le cas. On donne l'occasion à tout le monde de s'exprimer. Et on a aussi quelqu'un qui gère cette émission de main de maître. Voilà, le Martin Luther King 2017. Il est là, Gildas Vieira. Le Martin Luther King, carrément. On a Daniel Balavoine, on a José Bové, on a David Guetta, on a tout le monde ici. C'est autour de la table. Donc voilà, c'est un plaisir de vous retrouver, les amis, pour cette émission qui va faire parler d'elle, j'espère. Les réseaux sociaux, parlons-en, on peut aborder ce sujet. Gildas Vieira, sénatorial 2017, si vous avez l'occasion sur Facebook de participer en interaction avec nous. Gildas Vieira, sénatorial 2017. Merci à toi, Dave. Donc aujourd'hui, c'est une émission, j'ai envie de dire, sérieuse et légère à la fois. En fait, on se permet de pouvoir dire les choses, ouais. Mais on parle pour le citoyen, donc il y a un côté solennel parfois. Donc l'idée, c'est pas que la politique soit barbant pour tout le monde, mais c'est qu'on puisse y trouver du sens. Et je trouve que dans les différentes interventions de l'équipe, on y retrouve du sens, et ça, c'est... Il y a un beau casting. C'est un beau casting. C'est formidable. Donc on a évoqué sur la première partie toute le côté rendre compte aux citoyens, et donc moi j'y tiens beaucoup à rendre compte. On a de l'argent public qui se raréfie, on a des responsabilités, et lorsque on a la chance que le peuple ou que les élus vous donnent des responsabilités, la moindre des choses, c'est de pouvoir leur rendre compte. L'actualité de ce matin portait sur, enfin en tout cas dans le journal, portait sur les enveloppes parlementaires. Donc les enveloppes parlementaires n'existeront plus avec la loi de la moralisation qui vient de rentrer en vigueur. Et beaucoup d'élus semblent le regretter. D'autres plutôt pensent que le fait d'avoir bénéficié de cette enveloppe, donc quand je dis d'autres, c'est pas que des élus, c'est aussi des associations, oui. Les permettait de pouvoir s'en sortir un petit peu, des collectivités avec des petits projets qui avaient du mal à se les faire financer, grâce à cette enveloppe, pouvaient se le faire financer. Par contre, il y avait une certaine, injustice, il pouvait y avoir une certaine injustice dans la répartition de cette enveloppe. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc peut-être nous donner ton avis à ce moment-là, Ted. Non, mais j'allais te poser la question de la répartition, comment ça se passait. Enfin, si on a une vue globale sur ça ou pas. C'est ce qui peut être difficile. On a une vue globale parce que ça reste tracé, c'est de l'argent public. Oui. Après, la vraie difficulté pour avoir rencontré différents maires, c'est qu'il y a des maires qui sont insatisfaits du fait de plus pouvoir bénéficier de cette enveloppe, d'autres qui disent très clairement qu'ils n'en ont jamais bénéficié et ils trouvent ça dommage, oui. Qu'il n'y ait pas eu une répartition plus égalitaire de l'enveloppe parlementaire. Qu'elle était plus ou moins pas assez grosse pour contenter tout le monde. En gros, c'était un peu ça. En gros, oui, on peut pas contenter tout le monde avec une enveloppe. Et oui, c'est logique. Dans un département où il y a beaucoup de besoins, de demandes, et certainement
beaucoup d'associations, de structures ou de collectivités qui en auraient besoin compte tenu de la baisse des dotations actuelles. C'est clair, ça aide. Ton avis peut-être, Jean-Louis, sur la question? Oui, cette question moi j'aimerais surtout avoir une transparence, voilà, sur quelque part sur les dons, sur le choix. Est-ce qu'on choisit plutôt le monde associatif? Est-ce qu'on choisit plutôt un projet d'une petite commune? Et peut-être plafonner la donation pour pouvoir un petit peu couvrir le plus de projets ou le plus d'associations possible. Voilà, dire c'est pas plus de 3 000 euros, 5 000 euros à telle association et tout le monde au même niveau. Je te rassure, en termes d'égalité, c'est comme les 5 euros pour tout le monde. C'est assez compliqué et de toute façon il n'y aura plus d'enveloppe parlementaire, donc voilà, c'est plutôt réglé. Normalement c'est vrai, il y aura peut-être encore une enveloppe qui pourrait être distribuée. C'est acté ça déjà, c'est acté ou c'est acté. C'est dans les c'est acté. C'est acté. Ça va être supprimé au niveau de cette loi, c'est acté. D'accord. Parce que ça, ces enveloppes justement, ça permet d'éviter le clientélisme aussi, tout ce genre de choses, quoi. Ça fait partie des raisons qui font qu'aujourd'hui on est allé sur cette loi-là. Il n'y a rien pour remplacer cette loi-là ou une chose mise en place pour... non, non, j'ai cru lire qu'il peut y avoir des enveloppes exceptionnelles. D'accord, suivant le projet sûrement. Certainement le projet. Après, il y a une dotation intéressante qui continue à être donnée ou qui était donnée par le conseil départemental et qu'il poursuivra. Et là, c'est plutôt intéressant. Donc là, c'est plutôt mon avis un peu directement, qui permet non pas qu'il y ait une personne qui décide de l'enveloppe parlementaire en termes de distribution, mais plutôt une commission en fonction avec un vote, avec voilà des projets clés ou pas. Enfin bon, voilà, suivant les besoins. Et ça donne un aspect peut-être un peu plus démocratique, même si on sait que il y a toujours des personnes qui seront insatisfaits dans ce cadre. De toute façon, il y en aura toujours, ça a toujours existé, donc c'est pas pareil. Ouais. Bon, une petite question peut-être, Kevin? Non, j'allais dire simplement, quitte à faire des économies, peut-être on aurait peut-être pu commencer par là avant de taper sur les citoyens, mais on va me trouver encore tranchant. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu entends par taper sur le citoyen? Vas-y, non, c'est parce qu'il y a des tas d'économies qu'on aurait pu faire à la tête des élus. Ouais. Je vais peut-être être tranchant, mais vas-y. Je trouve on est là pour ça. Ouais. Pour se dire les choses, en tout cas, simplement. Je trouve que des fois, les élus, pour ce qu'ils font, honnêtement, ils plaignent un peu trop. Alors, je sais qu'il y a des élus qui bossent énormément, surtout à hauteur des collectivités locales. Je parle surtout des gros poissons très hauts. Bon, je parle pas du président pour une fois, parce qu'on va encore me taper dessus, donc ça sert à rien. Mais je trouve qu'il y en a certaines qui se plaignent, qu'on voit sur Internet, sur Twitter, ils se plaignent qu'on leur tire 2-3 euros. Et ils se permettent de donner des leçons aux jeunes en leur tapant dessus, en disant, voilà, 5 euros, mais c'est rien. On aurait peut-être dû commencer déjà par leur taper dessus avant de taper sur le gars qui a pas 5 euros. Ouais. Après voilà, c'est juste mon avis parce que je suis un rageux donc. Non, t'es pas un rageux. Tu dis les choses et c'est un peu la voix de la jeunesse que tu nous représentes aujourd'hui. Peut-être moi, je suis peut-être un petit peu moins rageux, mais c'est vrai sage avec l'âge. Ces 5 euros là, ces baisses d'APL, non, c'était pas justifié quoi. Enfin, on peut toujours demander des efforts à tout le monde. Là, on en demande à ceux qui déjà peuvent pas ou galèrent ou y arrivent juste, etc. Donc non, je pense que si c'était pour 5 euros, on pouvait effectivement gérer autrement, tout au sommet de l'État, dans certaines collectivités, etc. Où je pense qu'il y a effectivement de la gabegie financière. Oui, ça, moi, je suis d'accord. D'accord. Moi, ce qui m'inquiète, c'est un peu en fait l'avenir, parce qu'on a dit voilà, on leur tire 5 euros, mais au final, on va peut-être l'année prochaine, on va dire bon, allez, on retire 2 euros. Au final, on va finir quand? Parce que 5 euros, ça commence sur 5 euros, après ça fait 2 euros, après 3 euros, après il va plus y avoir de somme en fait. C'est comme ça, c'est ça que marche à France. En fait, il y a des tas de petites sommes qui s'accumulent et qui en fait, ça fait une très grosse somme à la fin. Après, la bonne question, c'est est-ce que les gens qui reçoivent les APL étaient tous en difficulté pour le recevoir? Là, je suis assez d'accord. Enlever une APL à des étudiants, je trouve ça scandaleux. On sait que les étudiants, c'est compliqué pour eux. La France a vocation à vouloir former des jeunes à des diplômes. Voilà, là je pense que c'est une catégorie qui aurait dû être concernée par cette suppression. C'est certain. Moi j'ai ma fille qui va à la fac, je sais que 5 euros ça va compter. Moi-même à l'époque,
5 euros, ça va compter. Papa pourra certainement mettre 5 euros de plus, on est d'accord. Moi, j'ai connu moi-même une époque où, quand j'étais à la fac, j'étais en cité universitaire, 5 euros, pour moi, c'était les 2 repas par jour, hein, si on traduit en francs. Donc aujourd'hui, c'est vrai que enlever 5 euros pour certaines catégories sociales, ça peut être beaucoup. Ce qu'on peut regretter aussi, donc moi, j'aurais pas enlevé les 5 euros, en tout cas pas de cette manière-là. Mais si on doit enlever de l'argent, on est en France, il y a un système par répartition depuis 46. Est-ce qu'en termes d'inégalité sociale, je me bats vraiment moi sur les questions d'inégalité, est-ce qu'il n'y avait pas, en termes de méthode, peut-être pas là-dessus, mais peut-être sur d'autres projets à venir, un moyen de pouvoir taxer, donc le mot veut dire ce que ça veut dire, en fonction des ressources des personnes. Donc là, il y a une plainte d'une classe moyenne ou pauvre aujourd'hui, faut le reconnaître, et moi je vous parle que d'actualité de ce que j'entends, et donc de la réalité, qui se plaignent malheureusement du président, parce qu'on a l'impression qu'on taxe un peu plus les pauvres encore, en tout cas les mesures c'est le ressenti, qui passent, il y a un ressenti global pauvres, par rapport aux personnes qui ont plus de moyens. Ça, c'est toujours un peu le problème en France, c'est que on invente toujours une taxe pour pousser celle d'avant. À un moment donné, on parle d'économie. Donc économie, ça veut dire à quel niveau on fait les économies plutôt que de vouloir taxer pour récupérer de l'argent. Voilà, c'est à un moment donné, il faut trancher. On a une ligne guide. Le président, il a sa ligne guide. Il veut faire des économies. Ça doit être clair. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Clairement, recréer d'autres taxes, parce qu'on est le pays au monde où on a le plus de taxes diverses et variées. On s'y perd. La taxe de la taxe, la CSG, la TVA. Simplifions tout ça. Parce que c'est au quotidien, c'est les auditeurs au quotidien qui payent. Ils vont au supermarché, ils payent la TVA sur ce qu'ils ont acheté. Ils vont dans un centre-ville, c'est le Parc Med, c'est une autre forme de taxe. Il y a une autre forme de taxe qui va être qui peut faire mal. En tout cas, il y a une vraie crainte des collectivités aujourd'hui. C'est la fameuse taxe d'habitation. Donc pour nous, les collectivités, je dis pour nous, je suis maire adjoint à la ville de Blanc, en tout cas pour la ville, si on n'est pas remboursé au centime près de la fin de cette taxe d'habitation, ça peut être aussi compliqué. Donc c'est de l'argent de toute façon que l'État l'enlève aux maires, mais va le redistribuer, leur redonner en compensation. Donc c'est un jeu d'argent, mais au final, ça revient un petit peu au même, quoi. La crainte aujourd'hui des maires ou des élus, c'est qu'on on leur rembourse pas cette somme. Que la première année, qu'ils ne puissent plus avoir la taxe d'habitation pour pouvoir mettre en place certaines mesures. Pourquoi pas, puisque l'habitant ou les personnes peuvent en bénéficier, donc tant mieux pour eux. Après la difficulté, aujourd'hui, dans la promesse, il y a le remboursement au centime près de cette taxe d'habitation qui n'ira plus aux collectivités. Or, les collectivités ont la crainte que la première année, peut-être qu'il y ait un remboursement, mais les années d'après, ils ne sont pas dupes compte tenu de la situation française. Ils ont peur qu'il n'y ait plus de compensation complète de cette taxe d'habitation. Donc là, clairement, si on fait un transfert d'argent, c'est-à-dire que l'État fait un cadeau, mais finalement pas avec ses sous, puisque c'est aux collectivités. Sauf qu'une collectivité qui vote son budget, demain, comment elle fait si on lui retire la rentrée d'argent, la taxe d'habitation, ou elle aura un problème dans son budget, ou elle fera une autre taxe pour récupérer cet argent-là. Il y a des chances. Une collectivité, ça fait quand même 4-5 ans où les dotations sont en diminution. Tout à fait. Donc je pense qu'on a quand même des élus et des maires qui travaillent bien, pour essayer d'anticiper, pour essayer de réduire leur budget de fonctionnement, leur budget d'investissement. Ouais. Mais aujourd'hui, clairement, on commence à couper très très fort. Et donc comment on va gérer une collectivité pour gérer l'école, pour gérer les transports, si on leur retire cette manne financière. Ouais. Donc là, tu mets le doigt sur le véritable problème financier des collectivités et sur la crainte et la peur des différents élus et des différents maires. Donc ils nous font, en tout cas moi, ils me font le retour tous les jours. J'en rencontre pas mal, croyez-moi. C'est 5-6 par jour en ce moment. Donc on est en plein dans la campagne. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Moi. Écoute, avec plaisir, dis-moi tout. Aujourd'hui, comme tu le dis, tu parcours le Loir-et-Cher à la rencontre des maires. Ouais. Comment tu es reçu et qu'est-ce qui en découle ?
J'ai l'immense plaisir. Non, c'est une très bonne question parce que 90% des coups de fil qu'on a pu donner ont permis d'avoir un rendez-vous. Là, je parle lorsqu'on a une personne. C'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà pas mal. Ouais. Il y a une dizaine de pourcentages qui ne souhaitent pas forcément nous recevoir. Je ne sais pas pourquoi, donc je leur demande. Donc j'espère qu'ils pourront, s'ils sont à notre écoute, en tout cas c'est avec bienséance que je sois de gauche, de droite ou même d'extrême droite. Je suis là pour aller discuter et pour pouvoir échanger sur la France et sur le pays. C'est ce qui m'intéresse vraiment. Donc on est ouvert à la discussion et l'idée c'est pas de pouvoir se fermer des portes les uns et les autres. On reste des êtres humains et on a juste besoin de pouvoir dialoguer et d'avancer sur nos différentes problématiques. D'ailleurs, quand je vais les voir, je leur dis que notre programme, puisqu'on travaille en équipe, n'est pas ficelé et qu'à partir des éléments qui peuvent nous rétorquer, eh bien, quand c'est du bon sens, on en rediscute en équipe et on peut l'ajouter au programme de manière à être le plus cohérent et le plus proche des problématiques de nos élus. Donc, globalement, je suis bien reçu. Voire très bien, parce qu'avec une grande majorité d'entre eux, qui ne sont par ailleurs, il faut le dire, ni de gauche ni de droite, qui ont été élus par leur population, entre guillemets, par leurs habitants, simplement parce que c'était des gens de qualité qui proposaient un programme. Et lorsqu'on a une discussion, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une heure, on tombe un peu les masques, et il n'y a pas de masque, parce que quand j'arrive pour les voir, je leur dis d'entrée que je suis plutôt libre, que j'ai eu à soutenir la campagne présidentielle En Marche, donc je suis très clair avec ça, mais que je me présente avec une vraie liberté de parole. Donc, dans la mouvance, en tout cas d'En Marche, ce qui était intéressant pour moi et qui doit le rester, c'est cette fameuse liberté qui est prônée, une liberté de parole et un rassemblement de l'ensemble des Français. Et ça, je trouve que ça a du sens. Donc, quand je vais les voir, ces a priori tombent rapidement lorsque je leur dis pourquoi je viens et ce que je veux proposer pour le pays demain et comment je veux le faire. Parce qu'il faut être précis. On est dans une campagne. L'idée, c'est pas d'arriver et de dire, voilà, moi, je veux changer ceci, moi, je veux voter pour telle chose, etc. Donc, il faut être précis sur le rôle du sénateur pour qu'on vous prenne au sérieux. Il faut être précis sur ce que vous emmenez comme élément du programme, et il faut être précis sur l'argumentaire que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir faire évoluer les choses ou faire des propositions de loi. Et je pense qu'au bout d'une demi-heure, lorsqu'on arrive à avoir une discussion de fond, ils savent un petit peu, j'ai envie de dire, à qui ils ont affaire, sans être prétentieux. En tout cas, que c'est très sérieux et que aller au Sénat, c'est pas donné à tout le monde. Certes, mais que je ne pourrais pas prétendre aller au Sénat si je pensais ne pas en avoir les qualités ou les capacités. Après, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est une étape très importante de la vie. Et il faut mesurer ce que c'est que le Sénat aujourd'hui pour pouvoir y prétendre. Donc on parle vraiment de l'organe parlementaire au niveau de la France. Donc ça mérite, je pense, pour la population, une véritable attention. Et c'est pour ça que je tiens à rendre un peu plus médiatique cette élection. Et puis ça permet aussi de pouvoir prendre en compte directement les besoins des habitants et des élus. Oui, parce que ça, c'était aussi une autre de mes questions. Normalement, c'est pas, c'est pas public, entre guillemets. Pourquoi la rendre publique ? Comme je te le disais, donc t'as à moitié répondu à ma question, mais c'est ça. Ouais. Donc on peut pas. Je trouve ça dommage lorsqu'on parle de la France d'avoir une assemblée qui va être donc l'Assemblée nationale, oui. Où on va élire nos députés et où on va s'adresser au peuple. Et puis une élection qui se fait un peu entre élus, voilà, dans un petit coin, alors qu'on est dans le bicaméralisme en France. Dans un cercle fermé. On est dans le bicaméralisme en France. Ce qui est intéressant dans le jeu parlementaire, c'est qu'il y a une Assemblée nationale, certes, mais il y a des allers-retours avec le Sénat en ce qui concerne les lois. Et si, pour faire un peu d'histoire, si après la Révolution française, on a pu mettre en place en 1795 ce bicaméralisme et cette chambre qu'on appelle le Sénat aujourd'hui, c'était quand même aussi pour pouvoir
parler la voix du peuple, entre guillemets. L'article 24, c'est que le sénateur représente les collectivités. Et donc représenter les collectivités, pour moi, c'est aussi leur rendre compte. Mais qui dit collectivité, j'espère bien, dit habitants de cette collectivité, parce qu'ils sont directement concernés. Et donc voilà, pour moi, ça a tout son sens. Je sais que pour nos citoyens, c'est un peu lourd cette période parce qu'ils ont connu plusieurs élections. Mais voilà, cette élection pour moi a du sens parce que on permet dans les deux chambres de pouvoir avoir une voix démocratique, j'ai envie de dire, avec un pouvoir sénatorial qui parfois peut contrebalancer, en tout cas donner une vraie assise à notre démocratie, à la française. Et c'est ce que j'aime et c'est pour ça que je me présente aussi. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses apporter de plus que les autres candidats, Gildas ? Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire parler vrai, parler au peuple, dire les choses, et puis à un moment donné, ne pas avoir peur de certaines choses. Une vraie ouverture. Une vraie ouverture. Ça veut dire que me retrouver au Sénat, pour moi, c'est ne pas avoir peur de prendre la parole parce qu'on est de gauche ou de droite, et puis dire les choses qui vous semblent vraies, mais qui vous semblent vraies parce que, non pas parce que ça vient de vous, évidemment qu'on a tous nos opinions, mais parce que vous avez un pied sur le terrain et une vingtaine d'années de terrain. Alors quand je dis une vingtaine d'années de terrain, c'est pas j'ai été élu, donc ça fait 30 ans que je suis au Sénat et de temps en temps je viens au conseil municipal de ma petite commune et je dis que je connais. Moi je suis juste un garçon qui a 23 ans de terrain, mais comme salarié. Et donc, je ne débarquerai pas au Sénat en disant, moi, j'ai fait l'ENA, ensuite, j'ai été élu, et ensuite... L'école, c'est le terrain, quoi. L'école, c'est le terrain. C'est l'école de la vie qu'on veut emmener au Sénat, et au Sénat, non pas y être pour être assis et se dire, ça y est, on est arrivé à un endroit où on s'assoit et où on peut somnoler. C'est du travail, c'est du quotidien. Pour moi, je suis quelqu'un qui cumule un petit peu au niveau de mon travail, de la mairie, des livres que j'écris. Voilà, la valeur travail pour moi a du sens. Et cette valeur travail, je veux le mettre au service de la France, comme je le fais sur mon territoire. Exactement de la même manière. Je pense qu'il y a une manière de pouvoir le mettre au service du territoire et des personnes qui nous écoutent, des personnes qui nous écoutent. Et la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai une véritable équipe autour de moi qui est force de proposition, qui est conseil, qui touche tous les domaines. Donc là, on en a deux avec nous, donc Franck et Jean-Louis sur des domaines spécifiques. Et il y en a d'autres, donc on vous présentera au fur et à mesure. Oui. Voilà, des personnes de qualité qui ne sont pas là parce qu'ils sont de gauche ou de droite ou de la République en marche, mais qui sont là parce qu'ils ont du bon sens et qu'ils ont envie de faire avancer le pays. Et ça, c'est des belles rencontres que j'ai pu faire et qu'on veut mettre au service de notre territoire et du pays. C'est très bien. C'est gentil. Le vote, c'est quand, d'ailleurs ? Alors, le vote, c'est le 24 septembre. D'accord. On va dire juste un petit mot pour poursuivre sur la désertification médicale. Je sais que c'est un point qui me tient à cœur, mais qui tient à cœur aussi, mon cher ami Franck. Peut-être nous donner un petit peu ton point de vue pour conclure cette émission. Donc on va te laisser la parole là-dessus et on laissera la parole à Jean-Louis pour nous parler de la méthanisation, puisqu'il m'a fait découvrir dans le monde agricole la méthanisation également, qui fait partie de ces voies peut-être écologiques, peut-être centrales de modernisation aussi de notre agriculture. Donc je vais vous laisser la parole sur ces deux voies et on aura une dernière question de Kevin pour essayer de conclure tout ça en beauté. Dis-moi, ça va être une parole de citoyen. C'est vraiment donc je suis marié, j'ai 3 enfants. Et on se rend compte que pour avoir des rendez-vous chez le médecin, comme c'est tout le monde, c'est ce que tout le monde vit aujourd'hui. Ça peut être les maires des communes, aussi les grands électeurs. Des fois, il faut attendre 2 jours, 3 jours pour avoir un rendez-vous. Donc des fois, on est inquiet. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va aux urgences. Les urgences, c'est saturé. Les personnels infirmiers, médecins sont saturés aussi, sont à bout. Donc, quel va être dans les prochaines années l'impératif pour combler ça, quoi ? Parce que c'est pas possible. C'est un vrai problème que je rencontre. Donc, sur Vineuil, par exemple, il y a encore un an, depuis un an, il y a 3 médecins qui sont partis pour une commune de 8000 habitants. Donc, en moyenne, un rendez-vous, c'est 2 heures d'attente. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Célette, il n'y a plus que deux médecins.
c'est compliqué. C'est pire, je pense, en pleine Sologne ou à Montoire, à Montdoubleau, Cormenon, quoi. Donc le numerus clausus. Très bien. Voilà, j'attends. Voilà, exactement. Donc je vais te donner la balle au bon là-dessus, parce que justement, où on en est, quoi. Bah écoute, très bien. On est en train d'y réfléchir. Il y a eu la loi de janvier 2016 qui a ouvert une partie du numerus clausus. Donc là, l'idée. Donc là, il y a un projet de loi qui va être lancé par le gouvernement. L'idée, c'est d'aller encore un peu plus loin et de l'ouvrir un peu plus. La vraie difficulté pour ouvrir le numerus clausus, c'est quand même qu'il faut, au niveau des universités, ouvrir aussi le nombre d'étudiants, mais ouvrir le nombre de personnel enseignant également. Donc ça veut dire aussi les tailles des universités à faire évoluer. Donc on est sur un problème de masse qui doit toucher plusieurs ministères et qui doit être réglé, mais en tout cas on peut pas ne pas y arriver. Et puis dans nos communes rurales, on a certes plusieurs maisons de santé pluridisciplinaires, mais effectivement on n'arrive pas à les remplir. Donc il y a des réflexions qui doivent être faites au niveau des médecins étrangers d'une part, qu'on peut intégrer dans ces maisons. Je parle des médecins roumains, espagnols, voire d'autres médecins d'autres pays. Il y a des médecins comme le projet qui est à Blois de maisons de santé où on récupère entre guillemets des médecins qui étaient partis à la retraite en lien avec l'hôpital de Blois. L'idée c'est aussi de pouvoir désengorger les urgences. Donc on peut avoir des mesures intermédiaires. Il y a une mesure qui s'appelle PAIS également, de permanence de soins. Voilà, il y a des contrats locaux de santé qui permettent aussi de pouvoir agir sur ces différents projets. Donc il y a des choses qui doivent se faire, mais pour qu'ils puissent se faire correctement, il faut que je pense que rapidement le gouvernement s'en empare et qu'on puisse aller sur des propositions de loi. En tout cas, si je suis élu demain, je vous assure, et parce que je suis du monde de la santé et parce que c'est des questions qui m'intéressent hautement et parce que j'ai plus de médecin traitant non plus, le mien est parti à la retraite, c'est de pouvoir s'emparer de ces questions rapidement et de se mettre au boulot pour travailler sur des propositions de loi, si ce n'est des projets de loi qui viendront du gouvernement. Donc voilà, alors, c'est des questions qui nous touchent tous et qui touchent pas mal de collectivités et sur lesquelles il faudra se pencher très rapide. Parce que le projet PAIS, là, c'est de remettre des médecins, par exemple, généralistes, qui puissent être de garde des week-ends, à tour de rôle, ce genre de choses qui ne font plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un médecin qui vienne chez soi, comme on a pu connaître avant. Complètement. On est plutôt sur une question de permanence de soins, donc ouais, des différents médecins, et puis d'avoir une plateforme où on aurait une réception des différentes personnes qui ont besoin de pouvoir voir un médecin plutôt que de les renvoyer directement aux urgences ou qu'ils aillent aux urgences directement, de pouvoir assurer une permanence entre médecins qui leur permettent d'avoir un rendez-vous et puis de désengorger les urgences principalement. La télémédecine aussi. La télémédecine est pour une des bonne... petits bobos, des fois, des petites choses. Moi, j'ai pu m'en apercevoir aux urgences des fois. On voit vraiment des petits bobos. Complètement. Ouais. Ça pourrait aider un petit peu. Donc, les solutions intermédiaires, en tout cas d'urgence, existent en attendant qu'il y ait ces questions de numerus clausus. Mais ce qui semblerait intéressant, et c'est ce qu'on propose dans le programme, c'est que l'État incite, à partir du moment où on ouvre le numerus clausus et qu'il y a des personnes qui peuvent bénéficier, plus encore des personnes peut-être qui sont de classe moyenne, voire pauvres, et qui ne pouvaient pas faire 10 ans, 8 ans d'études pour des questions financières, si l'État peut les aider, eh bien qu'ils puissent redonner à des territoires le temps, en tout cas le temps qu'ils ont pu bénéficier pendant qu'ils faisaient leurs études par le biais des subventions de l'État. Donc ça paraîtrait avoir du sens. Et pour aller un peu plus loin encore, mais ça peut-être qu'on en parlera la prochaine fois, c'est de pouvoir les permettre de s'acclimater au territoire où ils vont aller à travers les stages qu'ils feront. Et l'accompagnement. Et l'accompagnement. Donc ça aurait du sens. Donc il y a vraiment un schéma intéressant de mesures à prendre sur ce volet-là. Donc ton idée, Gilda, ça serait permettre à des élèves qui aujourd'hui ne peuvent pas financer les études de recevoir une bourse de l'État et une fois le diplôme obtenu d'aller dans des territoires un petit peu désertés au niveau de la médecine. Entre autres. Voilà. Suivant l'endroit où ils ont pu faire leurs études. Il comprend vite, Jean-Louis. Ouais, très bien. J'aime bien quand il reformule comme ça. Ouais, c'est ça bien. va un peu Pas plus mal. loin. Mais peut-être qu'on s'accordera un temps la prochaine fois là-dessus. Je trouve que c'est une question centrale. Quasiment tous les maires
de notre territoire en cette problématique et me demande ce que nous proposons dans notre équipe là-dessus. Et donc, on arrive parfois à prendre un vrai temps d'échange sur ce volet-là. Deuxième point sur la méthanisation, peut-être. Alors, qu'est-ce que la méthanisation? Donc, on a vu tout à l'heure qu'au niveau agricole, on est sur de la production de céréales, de fruits, de légumes, etc. On parle de plus en plus de transition énergétique. L'agriculture peut avoir un rôle important dans ce domaine-là pour l'avenir. On voit notamment des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles. C'est vrai. Donc je pense qu'il faut encourager dans cette voie-là. Et là, on a un phénomène, ce qu'on appelle la méthanisation. Qu'est-ce que la méthanisation? C'est tout simplement utiliser les déjections d'animaux. C'est vrai. Les récupérer, les mettre dans une grosse fosse d'épuration. Ajouter de l'herbe, ajouter des copeaux de bois, monter à température, on doit être à 45 degrés à peu près dans une cuve, pour récupérer le gaz. Donc il y a deux choses, où on peut récupérer le gaz, ou on peut le transformer en électricité. Mmh. On a visité une installation à Coude. Tout à fait. Très intéressant. Très belle visite. L'une des premières qui a été installée sur le Loir-et-Cher. Et donc l'idée, c'est avec les excréments, on les fait fermenter, on les mélange avec de l'herbe, etc. On récupère. C'est fou. Ouais. On récupère de l'électricité et on injecte de l'électricité dans le réseau EDF. Aujourd'hui, EDF achète cette production d'électricité. Il faut savoir que c'est un procédé qui est très développé en Allemagne. Et nous, en France, on doit être à 3 installations sur le Loir-et-Cher. Une sur le nord du côté de Houcq et l'autre ça va être le zoo de Beauval. Ouais. Oui, exact. Ouais. Ils ont fait des gros travaux à ce niveau-là pour réduire justement tout le gâchis et se servir un peu de la nature pour ces moyens techniques de chauffer, notamment pour les animaux. À un moment donné, il fallait chauffer pour les singes, je crois, une grande serre. Oui, donc ils doivent se servir pour chauffer leur bâtiment. Oui, c'est ça. En interne, donc voilà, et deux possibilités. On injecte dans le réseau ou on s'en sert sur l'entreprise même. Et donc là, clairement, ça fait partie des choses qu'on peut mettre en avant. L'agriculture sera un pilier de l'économie française si on lui donne les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est au niveau administratif. Celui qui a un projet de monter une installation, c'est de lui donner les moyens de le faire. Limiter la bureaucratie, peut-être doper un petit peu avec des subventions. On veut développer une énergie verte, une énergie renouvelable. Ça fait partie des moyens qu'on peut mettre en place. On maîtrise, on sait faire. L'Allemagne en est un fabuleux exemple. Aujourd'hui, pour l'Allemagne, pour une installation, entre le jour où il y a l'idée et le jour où on attaque à construire l'installation, c'est 6 mois. En France, c'est 5 ans. D'accord. Écoute, moi j'ai fait le trajet avec toi et grâce à toi, on a eu l'occasion donc de visiter cette installation, d'apprendre beaucoup parce qu'on a passé, on était censé passer 1 heure, je crois qu'on a passé 2 heures et demie avec nos chers amis de la ferme. Ils nous ont appris beaucoup et surtout ils nous ont parlé des problèmes qu'ils peuvent rencontrer et de ce qu'ils souhaiteraient qu'un sénateur puisse faire pour eux. Et ça, je trouvais ça assez sympa de nous accoster comme ça et de dire voilà nos problématiques et comment est-ce que vous pouvez nous aider et est-ce que toi, donc en s'adressant à moi, tu es prêt à t'engager dans ce type de problème pour le monde agricole. Pour moi, ça va un petit peu de soi. Je pense que des personnes qui travaillent, on parlait de la valeur travail tout à l'heure, des personnes qui travaillent comme eux, sincèrement, si on ne peut pas les aider à ce qu'à la fin de l'année, ils aient un bénéfice sur leur travail, c'est vraiment dommage. Je parlais alors je vais pas donner les villes et les maires à chaque fois, c'est pas ça l'idée, mais en tout cas au niveau de mes rencontres de ce matin, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer 2 maires qui sont du milieu agricole, dans l'un des maires, mais ça on peut donner au moins la ville, donc de Veuve, avec qui on a parlé du cornichon, évidemment, le fameux cornichon de Louis XIV qui adorait le cornichon. Et donc, c'est vrai que jusque-là, pour le cornichon, il y a une forte exportation de l'Inde, c'est ça?
importation de l'Inde. Et aujourd'hui, on est sur des productions au niveau du Loir-et-Cher, donc c'est plutôt intéressant. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est de pouvoir entendre les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, mais d'entendre aussi qu'il y a des agriculteurs qui s'en sortent très bien, et tant mieux, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et pour compléter un peu par rapport à nos échanges, Jean-Louis, c'est qu'il y a aussi de l'emploi. Donc si on doit faire un peu de communication, comme on se le disait, il y a quand même au niveau, donc je ne vais pas parler que d'agriculture, il y a des emplois au niveau de Saint-Michel à Contres. À Contres pour les Madeleines, oui. Pour les Madeleines, donc c'était quoi, 70 propositions d'emploi en CDI. Donc messieurs, dames, si vous nous écoutez et que vous êtes au chômage et que vous avez besoin de boulot, vous êtes pour les Blésois en tout cas à 15 km de Contres, et il y a du travail. Je veux dire, c'est ça aussi l'idée. Et dans les productions maraîchères sur Contres, sur Veuve. Le producteur de cornichons qui fait également des asperges recherche du personnel. On a son voisin qui fait des melons. On a aussi un producteur de melons sur Veuve. Je pense que tout le monde n'est pas au courant. Non. Donc il y a de l'emploi à la clé sur ces productions. Complètement. Et si on peut aider des personnes à pouvoir trouver quelque chose, on est là aussi un petit peu pour ça. Enfin, si on ne peut pas être au service, au moins on peut relayer directement certaines informations qui ont du sens. Donc aujourd'hui, c'est 7000 emplois, tu me disais. Donc en gros, sur le département, c'est 7000 emplois permanents, donc chefs d'entreprise et salariés permanents. C'est en gros 5000 saisonniers. C'est ça. On sait que sur le 41, il y a 16 000 à peu près demandeurs d'emploi. Là, il y a des possibilités. Alors, c'est des métiers qui peuvent être un peu durs, mais c'est des métiers dans un cadre de travail assez agréable. Vous êtes en plein air. Généralement, le chef d'entreprise s'occupe bien de vous. C'est au niveau de la restauration, c'est assez libre au niveau des heures. Donc voilà, peut y avoir pour un mois ou deux une saison à faire. Ok. Bon, en tout cas, c'est gentil, Jean-Louis. On a un petit peu débordé, évidemment, cette émission parce que c'est passionnant. En tout cas, pas que pour moi, j'espère, pour ceux qui nous écoutent. On sait qu'il y a quelques politiques qui nous écoutent. Bonsoir. Bonsoir. On tapera pas sur vous. Non, on tapera pas sur eux. Bien au contraire, on a besoin d'eux parce que ce qui est quand même intéressant. Et ça, c'est vraiment à faire véhiculer dans cette radio et un peu partout. C'est qu'on a tendance à dire que les politiques sont des pourris. Et ben, je peux vous dire que dans notre département, en tout cas dans notre municipalité, parce que je les connais personnellement, et dans notre département, pour les personnes que je rencontre, des maires, ce sont des personnes qui sont de qualité, voire de très grande qualité, qui sont au service des citoyens, pour les maires des petites villes comme des grandes villes. Enfin, Marc Grécourt est très proche de ces citoyens à Blois, mais si vous allez dans les petites villes, c'est presque un sacerdoce. C'est ce que je disais à l'un des maires ce matin, qui est réveillé dans la nuit parce qu'il y a une personne qui veut se suicider, pas plus tard qu'hier, de la commune, d'autres maires. Donc toujours ce matin, qui malheureusement, il y a plus trop de médecins, mais il y a des vieilles dames qui ont juste besoin, enfin des personnes âgées, allez, soyons polis, qui ont juste besoin d'avoir une écoute et qui font la démarche parfois lorsqu'ils sont en difficulté d'appeler le maire de la commune. Et ça, je trouve ça admirable parce que ces maires-là sont toujours au service. Et c'est ça aussi. La politique, c'est pas juste les personnes qu'on voit à la télé et à qui on peut prêter parfois des mauvaises choses. Le politique, c'est aussi un métier noble et c'est ce qu'on essaye en tout cas de faire le plus simplement possible. Et dans notre commune, en tout cas pour ceux que je rencontre, je ne parle pas dans le vent. C'est des personnes que je connais, comme je vous le dis, au niveau de ma municipalité et au niveau donc des petites communes qui sont évidemment de très grande qualité. On va laisser la parole à Kevin pour conclure ou pour une dernière petite question choc, comme il sait le faire. Non, Théo, pour une fois, j'ai une question qu'on n'avait pas posée lors du tournage d'Hello YouTube tout à l'heure, que tu m'as demandé de poser. Dis-moi. C'était plutôt qu'est-ce qui va réellement changer pour les citoyens quand tu seras élu sénateur ? Oui. Ah, tu avais dit que tu allais y réfléchir, parce que tu n'avais pas la réponse. C'est vrai. Voilà. Non, c'est pas que j'allais y réfléchir parce que j'avais pas la réponse. C'est juste que je ne suis pas là pour changer le monde.
Mais par contre, je pense qu'il y a une autre manière de faire de la politique, et c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Ce soir, on a juste dit aux gens que la politique, c'est aussi pouvoir parler simplement aux personnes sur un point de grande écoute à la radio. C'est de pouvoir se dire qu'on est en campagne électorale, que c'est pas juste des beaux discours très sérieux sur une tribune, mais qu'on peut aussi se dévoiler, comme je suis en train de le faire, dire vrai, inviter une équipe, parler des choses, ne pas faire partie forcément d'un parti politique, mais se retrouver demain, si j'ai cette chance-là, à l'Assemblée nationale, avec un travail acharné au niveau des textes de loi, mais en tout cas savoir dire les choses, même dans l'hémicycle, des choses vraies et qui concernent chacun de nous. Et c'est une autre forme de politique qui m'intéresse grandement. C'est la politique de tous les jours, de ce qu'on vit et qu'on peut apporter au plus haut niveau de l'État. Et ça, voilà, c'est ce que je veux changer. Je souhaite changer au niveau donc de la politique citoyenne. Ça a l'air de rien, mais certains politiques qui m'écoutent et qui sont déjà à ce niveau-là savent que c'est pas si simple et que là on est en train de franchir un palier. Et c'est ce palier-là que je souhaite franchir avec une vraie sincérité, c'est-à-dire je dis les choses et je fais ce que je dis. Et si je peux pas, je dis que je peux pas le faire. Bah, tu vois, pour une fois, je vais finir gentiment, parce que j'aime bien taper sur les politiques, ça je le reconnais, mais je parle des politiques nationales. En général, je félicite les politiques qui sont locales, enfin les politiciens qui sont locaux, qui sont proches du peuple, surtout les maires, parce qu'ils font pas un boulot compliqué, c'est quelque chose qui sont très en contact avec les citoyens. C'est compliqué, c'est pas si... Et voilà, c'est très compliqué. Le problème, c'est que quand je tape sur les politiques, je parle des nationaux, parce que j'ai pas envie de me foutre Grégoire Rado, là. Parce que là, quand tu dis c'est pas... Gricourt, oui, monsieur Grécourt, et quand tu dis que c'est pas compliqué, je pense que... Ouais, c'est plutôt compliqué, c'est plutôt l'inverse. Je parlais plutôt des, ouais. Des politiciens nationaux qui foutent... Non. Non, j'ai rien à dire. Non. Bon, ça sera coupé au montage. Donc, en tout cas, nous, c'est le mal qu'on souhaite, hein, c'est d'y arriver. C'est sûr. Moi, ça me paraît c'est titanesque tout ça, Gildas, parce que de l'extérieur, bon, au bout de 2 heures, on a envie de faire de la politique, du coup. C'est gentil. Mais c'est vrai. Parce que nous, on est un petit peu on est extérieur à ça. Ouais. C'est vrai qu'on. Mais de la politique autrement. Nous, en fait, Oui. enfin, moi, je parle pour moi. Je suis sans suivre, en fait. Enfin, je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire. Non, je suis sans suivre. Enfin, je suis sans suivre, parce qu'ils ont réussi, moi, au niveau national, à un peu me, comment dirais-je ça, un peu me dégoûter. Tu vois. Donc, je suis parce que voilà, je fais partie du peuple français. Mais là, je suis plus parce que c'est ma ville natale et ça m'intéresse un petit peu plus, tu vois. En plus, comme là, on a la chance de t'avoir et de comprendre un peu plus les choses, parce que des fois, on les entend parler, mais on comprend pas tout. Voilà. Donc toi, c'est un petit peu plus. C'est ça le vrai challenge. C'est ça. C'est plus populaire, j'allais dire. Voilà. Que ce soit accessible et qu'on redonne de la confiance aux personnes. Ouais. Parce que la politique, on a beau dire ce qu'on voudra, c'est quand même les décisions qui conduisent notre quotidien. Tu vois. Donc. Moi, j'ai une petite question personnelle. Et ça me tient à cœur depuis pas mal d'années parce qu'en fait, c'est vrai. Bon, la politique. Moi, j'y connais pas grand-chose, tu vois. On l'a déjà abordé cette question la semaine dernière, mais que penses-tu des médias ? C'est dangereux les médias pour la politique ou parce que ça véhicule des choses quand même. Celui qui se contente d'allumer la télé quand il se réveille ou celui qui a pour habitude de regarder le 20h, est-ce que on peut se fier vraiment aux médias ? Les médias ont fabriqué un petit peu notre président, si je veux ne pas être trop désobligeant. Je pense qu'il a des grandes qualités. Il a réussi à faire une très belle campagne. Mais t'as vu, il se fait descendre là, par exemple. Tu vois, est-ce qu'on peut se fier à ça C'est qu'on peut avoir du tout ou rien avec les médias. Donc voilà, où ils ont été plutôt cléments durant la campagne. Aujourd'hui, c'est celui qui a moins la cote. Donc on est tous d'accord, je pense, globalement sur le poids des médias. On parle d'un troisième pouvoir, donc on a un vrai pouvoir avec les médias. Par contre, moi, ce que je souhaite, il faut que j'arrête le moi parce que le moi est haïssable, mais ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse justement revenir à la base. Tu vois, là, on a un média qui m'intéresse dans ce qu'on est en train de faire parce qu'on arrive à avoir une discussion simple et à véhiculer ce que nous sommes.
Oui, puis en plus, nous, on est neutre. Donc, en plus, on est neutre. Voilà. Donc, il n'y a pas de parti politique autour de la table. Les personnes, en tout cas, qui en font partie se prêtent au jeu parce qu'ils sont plutôt justement apolitiques. Donc on n'est pas là pour dire je suis contre telle et telle chose parce que je suis de droite ou parce que je suis de gauche ou parce que je suis dans l'opposition municipale ou parce que etc. Il y a juste du bon sens à un moment donné qu'on peut véhiculer, et quand le média arrive à véhiculer du bon sens, on a tout gagné parce que les citoyens s'y retrouvent. Et c'est ce qu'on essaye de faire à table. Aujourd'hui, je dis à table parce que on est presque. On est attablé. Ça me paraissait important. Il manque les poulardes et tout ça, mais on est attablé. Ça me paraissait important d'aborder un sujet qui concerne tout le monde, parce que c'est vrai que les réflexes, t'allumes BFM TV aujourd'hui, tu te dis Macron, il a rien foutu pendant 100 jours, et du coup, il était porté aux cieux. Mais les médias, un mec si jeune qui a bousculé les idées reçues et puis qui est au pouvoir maintenant, et qui a fait pas mal de choses sur ces 100 jours. Mais on y voit jette la pierre, quoi. On y jette la pierre. Alors que finalement, ce qui m'échappe dans tout ça, c'est de me dire, par exemple, toi, aujourd'hui, tu te présentes au Sénat, tu es adjoint au maire, tu véhicules, aujourd'hui, t'as bourlingué, t'as eu des discours avec pas mal de gens placés, t'es proche du peuple, il y a du taf quand même. Il faut s'apercevoir que toi, tu pourras pas tout bousculer toi-même. Une seule personne ne pourra pas régler le problème de la sécurité ou de nos campagnes, de nos villes, etc. On est d'accord. Mais il y a beaucoup je de me présente pas à la présidentielle, je te rassure. C'est pas moi qui aurait à bousculer les choses. Mais par contre, ce que je veux bousculer, c'est une autre manière de faire de la politique, comme je viens de vous le dire. Les propositions de loi qu'il y a à faire, je vais les faire. Très, très sincèrement, arriver au Sénat demain, tout le travail qu'il y a à faire sur l'isolement des personnes âgées et leur dignité, j'écrirai des choses là-dessus qu'on a déjà commencé à mettre sur papier et donc qui feront partie du programme. La désertification médicale, on va pousser et on va écrire des choses très clairement. Il y a des projets de loi qui nous paraissent avoir du sens dans notre programme et on ira au-delà. Donc voilà, l'idée de cette campagne et de notre programme, c'est pas de dire on va écrire beaucoup de choses, 26. Il y a 10 points dans notre programme, c'est 10 points qui sont réalisables et qu'on peut demain défendre. Et donc ces 10 points-là, on y va pour pouvoir les défendre complètement avec courage et dans un sens plutôt apolitique. Et c'est ce qu'on veut changer un petit peu aussi dans la manière de voir les choses. Et si on a la chance d'avoir un vrai groupe qui nous suit, qui défend ça à côté du... Amener quelque chose de neuf, de nouveau. De nouveau, mais de vrai, et qui dit les choses. C'est vraiment ça. Dans l'hémicycle, en tout cas, on souhaite avoir une vraie parole là-dessus. Comme on le fait simplement, et comme on le dit aux différents élus qu'on arrive à rencontrer. Que tu rencontres. En tout cas, c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup. Et puis nous, on souhaite, le mal qu'on te souhaite, c'est que tu y arrives. Que tu arrives au Saint Graal, comme on dit. I have a dream. I have a dream. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour cette émission. Un petit mot, Franck. Yes, we can. Yes, we can. Ça y est, on est parti. Bon, Franck est parti, on sait qu'on va y arriver. En tout cas, je remercie nos différents auditeurs. On va reprendre donc cette émission dans 2 semaines précisément. L'idée, c'est de pouvoir parler vrai, se dire les choses. On abordera des points sur l'éducation, sur la désertification médicale également, et puis peut-être des points que vous pouvez nous suggérer sur la plateforme sénatoriale. Donc ça sera le 30 août, très clairement à la même heure, toujours en compagnie de notre ami Dave. Et peut-être de Ted, bien sûr, présent. C'est avec plaisir. Ça sera avec grand plaisir. Et puis même avant, excuse-moi de te couper, mais on se permettra mercredi prochain, s'ils ont pris l'habitude de se caler cet horaire de 20h30, 21h30, on passera l'émission de la semaine dernière mercredi prochain. Voilà, d'accord. On peut faire ça. Ça sera complet, comme ça il y aura un petit résumé. On mettra le podcast de ton passage sur le site internet, mais on diffusera cette émission-là mercredi prochain. En direct. Ok. Voilà. Donc, s'il y a des amis politiques ou maires de communes, grands électeurs ou d'autres qui ont envie d'échanger avec nous, on n'est pas fermé évidemment. Donc, ça sera avec plaisir qu'on vous accueille. L'idée, c'est pas de s'opposer, bien qu'il est intéressant de s'opposer. Donc, s'il faut s'opposer, on s'opposera, mais d'avoir une vraie bienséance et de pouvoir discuter. Et ça nous tient à cœur parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et le pays. Et si on en parlait? Et si on en parlait? Voilà. Et ben on va en parler. Merci à tous. Merci à toi, Gildas. Et merci à Dave pour le relais.
Merci. Fréquencemax.com, réflexe, www.fréquencemax.com, excusez-moi. Voilà, c'est l'émotion. Gildas, c'était la première. On peut t'applaudir parce que, franchement, l'initiative de Gildas et son équipe de véhiculer cette image et ses idées sur les ondes de la radio. Juste pour les élus qui nous écoutent et qui ne le savent peut-être pas, il y a une plateforme qui s'appelle RevDem, REVDEM. Il s'agit là, au niveau des sénatoriales, mais d'autres élections aussi, pour c'est comme sur Facebook, d'avoir un vrai profil politique et de pouvoir exposer certaines idées pour ces élections. Donc voilà, je vous invite tous à y aller. Je ne garde pas ça juste pour moi. Donc voilà, c'est ouvert à tous. Si vous souhaitez favoriser ce type de plateforme, c'est aussi intéressant. Le partage de Gildas. Ainsi que rappelons-le, le Facebook Gildas Vieira Sénatorial 2017. Voilà. Merci à tous. Merci à vous.